Merci de nous avoir rejoints. Donc, toute l'équipe du CAREP, on a le plaisir ce soir d'accueillir Alain Grèche, qui est l'ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique, qu'on ne présente plus, et qui aujourd'hui dirige le site d'information en ligne Orient 21, que beaucoup d'entre vous connaissent également, et qu'on a le plaisir de compter donc, parmi les amis du CAREP. D'ailleurs, on a redécouvert à cette occasion que le Centre arabe de recherche avait traduit un de ses livres, De quoi la Palestine est-elle le nom, si certains d'entre vous sont intéressés en arabe. Alors, on a demandé à Alain d'intervenir aujourd'hui autour d'un thème qui est l'islam, la République et le monde, qui reprend en fait un titre d'un ouvrage qui a été publié à l'origine en 2004, si je ne me trompe pas, qui a été réédité plus tard, en 2014, et qui donc à l'époque a été écrit dans un contexte bien particulier, puisque c'était le contexte de l'après 11 septembre, du début de la guerre en Irak, et aussi en France, c'était en 2004, c'était la loi sur les signes religieux à l'école, donc un contexte qui était marqué par ces deux grandes manifestations. D'un côté, le terrorisme au nom de l'islam, et de l'autre, des crispations identitaires grandissantes en Occident, avec notamment tout le discours sur le choc des civilisations, et en France, les affaires qu'on connaît. Alors l'idée aujourd'hui pour nous, c'était de reprendre un peu le propos de ce livre, en fait, autour du contexte, d'un contexte plus récent. Ah non, je peux pas me parler. Sachant que le propos d'Alain à l'époque, c'était finalement de s'inscrire en faux contre un certain nombre d'idées reçues, et notamment celles qui voudraient que l'islam ne soit pas soluble dans la République, pour reprendre l'expression favorite d'un certain nombre d'éditorialistes français, et de proposer un argumentaire, de développer un argumentaire, notamment à l'aune de toute l'histoire de la laïcité et du positionnement de la gauche française par rapport à la question coloniale, aux questions de l'immigration, de l'intégration notamment. Et donc aujourd'hui, on est près de 15 ans après, et on s'est dit qu'il pouvait être intéressant de reprendre finalement ces réflexions dans un contexte où on a le sentiment que non seulement ces enjeux-là ne se sont pas apaisés, mais au contraire se sont crispés. On a vu d'un côté donc, la naissance, le développement de Daesh, de l'État islamique, et en France bien sûr les attentats de 2015, et puis depuis un certain nombre de mini-affaires, je ne sais pas comment on pourrait les qualifier autrement, que vous connaissez. Donc il y a eu l'histoire de la crèche Babylou, le burkini sur les plages, le hijab de sport Décathlon, et puis plus récemment, pour la rentrée, pour en venir à quelque chose d'extrêmement récent, la critique par le ministre de l'Éducation actuel, Jean-Michel Blanquer, une campagne de la FCPE, la principale fédération des parents d'élèves, en faveur de l'acceptation des mères voilées pour les sorties scolaires. Donc tout cela pose un certain nombre de questions, et la première, la plus générale, que je poserai à Alain pour commencer, c'est la suivante finalement. En quoi et pourquoi est-ce qu'on peut considérer que la République française entretient un rapport spécifique ou singulier avec la question de l'islam ? Bien, tout d'abord, merci au CAREP pour cette invitation, à cette occasion de parler avec vous. Moi, je m'occupe des questions de l'islam depuis longtemps. Ma première spécialisation, si on peut dire, c'était la Palestine, plutôt le conflit israélo-palestinien. Je suis venu à m'intéresser aux questions de l'islam à partir des années 2000. Et quand j'ai fait ce livre en 2004, je raconte une anecdote. Ma fille avait à l'époque 12 ou 15 ans. Elle n'avait pas lu. Et 10 ans après, elle l'a lu. Donc le livre avait 10 ans. Et elle m'a dit, mais rien n'a changé. Et je crois que c'est vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis maintenant
Ça a commencé en 89, je vais expliquer dans quelles conditions, mais depuis ce temps, l'islam est devenu un sujet permanent de débat, de polémique. Là aussi, je pensais à cette conférence et je me disais d'une certaine manière, elle tombe bien avec toutes ces polémiques, mais on l'aurait tenue à n'importe quel moment, elle tenait bien, parce que c'est vraiment l'actualité. Et il s'est construit en une vingtaine, une trentaine d'années, tout un discours autour de l'islam, dont la caractéristique principale, aussi bien d'ailleurs à l'intérieur que quand on parle des questions internationales, c'est de faire de l'islam un facteur explicatif des crises que nous vivons, soit en France, des crises de l'intégration, etc., soit à l'étranger, des problèmes géopolitiques. L'islam est devenu la grille d'analyse de la plupart des commentateurs, et je pense que c'est ça qui est aujourd'hui le plus grave, parce que ça sous-entend qu'il y a un islam, quelque part comme ça, qui est facilement définissable et qui nous permet d'expliquer. L'intellectuel palestinien, américain-palestinien, Edward Said, qui avait écrit ce livre si célèbre sur l'orientalisme, disait, il a écrit un livre sur l'islam et les médias, il disait, c'est étonnant qu'un commentateur parle de l'islam, celui qui écoute a l'impression qu'il comprend ce que le gars lui dit, mais il dit, mais c'est quoi l'islam? Est-ce qu'il parle de la religion, qui est en plus une religion qui a 14 siècles d'histoire, avec des divisions de doctrine entre chiites, sunnites, des différentes interprétations, etc. Est-ce qu'il parle du monde musulman, c'est-à-dire 50 États, au moins à majorité musulmane, où les gens vivent de manière très différente selon les situations? Donc, cette espèce de vision de l'islam comme une grille d'analyse de la société contemporaine est aujourd'hui un facteur extrêmement inquiétant. Et alors, on peut dire que c'est arrivé en France, en France et dans le monde, il y a eu deux facteurs qui ont amené à ça. Le premier est intérieur, c'est l'islam et la République, et ça a commencé en 1989, c'est-à-dire avec l'affaire du foulard de Creil, qui est devenue petit à petit une affaire qui a fait des citoyens musulmans français un problème permanent. Et c'est intéressant, on y reviendra peut-être, de rappeler que l'affaire de Creil, c'est avant tout la gauche qui est porteuse de la lutte contre les filles qui portent le foulard, etc. C'est pas la droite. La droite, traditionnellement, en France, a toujours été anti-laïque et ne s'est ralliée à la laïcité que relativement récemment. Elle était anti-laïque parce qu'elle était alliée à l'époque à l'Église catholique. L'Église catholique a été très réticente pendant très longtemps à la laïcité. Donc il y a eu ce premier phénomène qui a commencé en 89 et qui petit à petit a gangréné, si je peux dire, l'ensemble de la société. D'autant que ça s'est marié, si on peut dire, avec une évolution de la situation internationale qui a fait que, après la chute de l'Union soviétique, après, il faut le rappeler quand même, la fin de la guerre en Afghanistan, où tous les pays occidentaux avaient sans aucun complexe soutenu les groupes djihadistes les plus radicaux, sans jamais s'interroger sur leur idéologie, ont brusquement découvert que les groupes islamistes pouvaient être un danger. Et à partir de là, il y a eu le 11 septembre 2001 qui a constitué un tournant avec le lancement de ce qu'on a appelé la guerre contre le terrorisme. Et c'est intéressant de se rappeler de ce que Bush dit à l'époque, parce que c'est vraiment, comment dire, ça définit aujourd'hui toutes les politiques occidentales quand on parle du monde musulman. Bush dit, au lendemain du 11 septembre, il fait un discours devant le Congrès, en disant « Il ne nous attaque pas à cause de ce que nous faisons, ou à cause de notre politique, il nous attaque parce qu'ils nous haïssent. Et ils haïssent ce que nous sommes, c'est-à-dire des démocraties libérales. » Et ça, c'est un discours qu'on a retrouvé petit à petit, on l'a retrouvé après le 11 novembre 2015, en disant ils ont attaqué à Paris parce qu'ils n'aiment pas voir les garçons et les filles sur les terrasses des cafés. C'est quand même une analyse assez courte. Et alors, aussi, c'est la période où on dit, et ça aussi c'est très important, c'est que la seule solution à ça, s'ils nous haïssent tellement, et si c'est dans leur gène, il n'y a pas de solution possible. C'est pas un conflit politique, c'est un conflit de civilisation.
Et donc, la seule solution à ce conflit de civilisation, c'est exterminer l'autre. Et donc, c'est effectivement les politiques occidentales depuis 20 ans de mener des guerres successives sans que jamais personne ne s'interroge sur le fait la guerre contre le terrorisme, elle est lancée en 2001, on est 18 ans après, elle est marquée par des échecs partout, même en Afghanistan où elle a commencé, où quand même, je veux dire, c'est la guerre la plus longue que les États-Unis aient menée dans leur histoire, et ils sont en train de négocier avec les talibans leur retour au pouvoir. Donc, et malgré ça, on continue à faire, aussi bien d'ailleurs les États-Unis que nous, l'idée qu'il y a une solution militaire. On le voit, peut-être on en parlera avec l'intervention française au Mali, sans se rendre compte que, en fait, les interventions militaires alimentent au contraire ce qu'on appelle le terrorisme, dont on pourra discuter, mais ne sont pas du tout une solution. On n'a jamais vu, depuis le début de ce conflit, une solution militaire à ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, et je terminerai là-dessus pour qu'on ait la place pour les questions, c'est ce mélange entre l'idée ils sont une menace intérieure, et ils sont une menace intérieure parce que c'est l'idée du grand remplacement et l'idée de l'insécurité culturelle. C'est-à-dire l'idée, ils veulent changer la culture fondamentale qui est la nôtre, occidentale, en pervertissant nos sociétés de l'intérieur. Ça, c'est le discours interne. Et ça, c'est lié avec, ils veulent nous détruire en tant que civilisation occidentale, démocratique, libérale, etc. Et ça crée un conflit, effectivement, qui est un conflit de civilisation, qui est un conflit sans solution, et qui est un conflit qui nous amène dans le mur, parce que, finalement, on se rend compte que ce qui prime, c'est l'absence de toute analyse politique et sociologique de ce qui se passe. Vous savez, nos ministres ont dit très longtemps, au début de Afghanistan, Irak, etc., on se bat là-bas pour qu'ils ne viennent pas dans nos rues mettre des bombes. Et en fait, ils sont venus, entre guillemets, on peut discuter qui sont ils sont venus mettre des bombes. Et en même temps, nous avons un discours qui est de dire, mais il n'y a aucun rapport entre notre politique, la politique occidentale, et ce qui se passe chez nous, ce qui est absolument contradictoire. Donc là, il y a aussi un problème, c'est-à-dire qu'on dépolitise le conflit. En faisant un conflit de civilisation, on dépolitise le conflit, on en fait un conflit, comme je dis, de civilisation, et un conflit dont il faut vraiment avoir conscience qu'il n'a pas de fin. Parce qu'on ne voit pas aujourd'hui qu'on ait fait le moindre progrès dans la lutte contre les organisations dites terroristes. Je veux dire, au contraire, depuis 2001, jamais il y a eu autant d'organisations qui se réclament, j'aime pas le terme de terrorisme, mais encore une fois, on pourra en discuter, de djihad, etc. Jamais il y en a eu autant. Mais on ne pense pas que ces organisations naissent à la fois de frustrations internes, que ce soit au Mali, Boko Haram au Nigeria, etc., de vraies causes, et aussi des politiques occidentales, notamment, je pense, de la Palestine et des politiques de guerre permanente en Irak. Et on peut terminer à propos de guerre contre le terrorisme. J'ai dit que les pays occidentaux avaient aidé à l'émergence d'Al-Qaïda en aidant les groupes, vraiment dans la coalition de groupes anti-soviétiques qui menait la lutte contre l'occupation soviétique. Les États-Unis ont aidé les groupes les plus extrémistes. Pas parce qu'ils voulaient l'extrémisme, mais parce que c'était ceux qui se battaient le mieux. Et c'est ces groupes qui ont donné naissance à Al-Qaïda. Et il faut rappeler que en Irak en 2003, Al-Qaïda n'est pas présent, et que c'est l'intervention américaine qui a abouti à l'organisation de l'État islamique. Ça ne veut pas dire que c'était un complot de la CIA, etc., mais que ces politiques sont des politiques absurdes qui sont contraires à la fois aux intérêts des peuples de la région et à la fois aux intérêts des peuples occidentaux. Oui, merci de souligner le fait que très souvent, de manière générale, dans les discours analytiques sur l'islam, la dimension politique des conflits auxquels on assiste, elle est souvent invisibilisée en fait. Moi je me souviens, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappée après les attentats, notamment du Bataclan. Il y avait un certain nombre de chercheurs qui reprenaient cette phrase dont j'avais oublié qu'originellement elle était de Bush, mais à la sauce française, et ça donnait « Il ne nous frappe pas pour ce que nous faisons, mais pour ce que nous sommes ». Enfin, « Ils ne nous haïssent pas pour ce que nous faisons, mais pour ce que nous sommes ».
Et c'était très frappant parce que ça aboutissait non seulement à tout simplement invisibiliser la question de la politique française dans la région, et notamment donc, ne pas poser la question de ce que faisait la France, parce qu'au fond, on sait peu de choses sur ce qu'on appelle les opérations extérieures de la France au Levant. Et puis aussi, finalement, ça aboutit à ne pas... y compris dans aujourd'hui tout le contentieux djihadiste, la façon dont est abordée la question du traitement judiciaire des revenants de Syrie, la dimension politique, on sent qu'elle est aussi largement, elle passe beaucoup à la trappe en fait. Donc ça c'est quelque chose de très frappant, et je trouve qu'une question essentielle qui manque beaucoup dans le débat public, c'est celle aussi de l'histoire politique de la France vis-à-vis de l'islam, l'histoire politique de la gauche. Quels sont pour toi les éléments marquants de cette histoire-là qui pourraient finalement amener à, en tout cas, réfléchir aux explications par lesquelles on pourrait envisager le fait que la France aujourd'hui est le pays d'Europe qui paye le prix le plus cher en termes de victimes. On est à 250 morts entre 2013 et 2018, je crois, plus de 900 blessés dans des attentats terroristes. Est-ce qu'il y a un prisme justement là spécifique qui pourrait expliquer que la France soit une cible privilégiée pour des mouvements djihadistes, par exemple? Oui, il y a effectivement... D'abord, il y a une histoire qui évidemment pèse beaucoup, qui est l'histoire coloniale. Et on voit bien à quel point, notamment l'histoire de l'Algérie, mais pas seulement, continue à peser sur les consciences, sur la manière dont on perçoit les populations dites d'origine étrangère, bien qu'elles soient depuis 2-3 générations, des populations, des citoyens français. Ça, c'est effectivement quelque chose qui pèse beaucoup, et même s'il y a eu effectivement des progrès sur la manière notamment dont on traite de la guerre d'Algérie, donc une reconnaissance au moins partielle des crimes commis par l'armée française, etc., il y a encore beaucoup de mal à concevoir ce qu'a été le colonialisme. Ce qu'a été le colonialisme et les conséquences qu'il a eues sur à la fois les sociétés africaines et nord-africaines, et d'autres, parfois d'autres, et les conséquences que ça a eu sur les populations d'origine immigrée. Mais il y a une autre dimension qui est liée à... La France est une puissance moyenne, elle est impliquée dans tous ces conflits. Elle n'est pas neutre, bien qu'elle ait pris en 2003 une position assez courageuse en refusant la guerre. Quand même, quelques jours après, au Conseil de sécurité, on a voté la résolution qui légitimait la présence américaine en Irak. Et elle a été partie prenante de la coalition qui a mené des actions en Irak et en Syrie. Il faut bien voir que ces actions, je veux dire, on parle des victimes chez nous, mais on ne parle jamais des victimes chez eux. Et je parle pas il y a eu beaucoup de polémiques à propos de la prise de Mossoul, la reprise de Mossoul par les forces alliées. Le nombre de morts, c'est des milliers et des milliers de morts qui ont été faits, et les calculs qui ont été faits, c'est qu'en gros, il y a eu autant de personnes tuées sur place par la coalition de civils que des gens tués par l'État islamique. Or ça, on n'en parle jamais. On ne parle jamais des conséquences que ça a. Alors ça ne justifie rien, mais on voit bien que la dislocation aujourd'hui du Proche-Orient crée toutes les conditions pour des terroristes demain. C'est les millions de Syriens qui vivent dans des camps de réfugiés, les Irakiens, les Irakiens notamment dans la région de Mossoul qui étaient sous contrôle de l'État islamique, etc. Tous ces gens-là, on a maintenant des générations qui vivent dans des conditions épouvantables, dont les enfants n'ont pas été éduqués, dont les enfants n'ont pas été scolarisés. Et là, il y a effectivement une haine qui peut être utilisée par des groupes comme l'État islamique. Et on le voit bien en Irak. C'est-à-dire, on a vaincu l'État islamique parce que, je veux dire, avec la puissance de feu qu'ont les armées occidentales, on peut réduire à néant Mossoul. Mais
je veux dire, on voit très bien que ce n'est pas une victoire à long terme, que dès que la pression va s'alléger, il va y avoir de nouveau des groupes de l'État islamique. Et ça m'amène à une chose qui me semble très importante, c'est pourquoi les gens se battent dans les rangs de l'État islamique, dans les rangs d'Al-Qaïda, et on a toujours l'impression, c'est là qu'on revient à l'islam, que c'est à cause de la religion. C'est au nom de leur religion. J'ai assisté il y a un an à un séminaire, ou 1 an, 2 ans, au centre Carter aux États-Unis, qui a fait une étude des vidéos de l'État islamique. 90% des vidéos de l'État islamique n'ont rien à voir avec la religion. Mais c'est simplement les politiques occidentales, que ce soit sur la Palestine, que ce soit sur l'Irak, que ce soit les revendications sociales, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un aspect idéologique. Je veux dire, ces groupes trouvent dans une lecture de l'islam un certain nombre d'éléments qui leur permettent de mobiliser les gens. Mais ce n'est pas ça qui fait l'essentiel de leur force. D'ailleurs, moi je suis toujours frappé quand les gens disent mais c'est un islam éternel qui a toujours été comme ça. Mais pourquoi ça se passe maintenant? Pourquoi c'est maintenant qu'on voit se développer ces groupes et pas avant, si l'islam avait toujours été une religion de guerre, de conquête, etc. Pour moi, si vous voulez, l'islam, c'est pas... D'abord, il n'y a pas... Enfin, pour moi, il n'y a pas un islam, même si pour les musulmans, il y a une seule religion, mais on sait bien qu'il y a des interprétations. On sait bien que les évolutions, la manière dont on lit les enseignements, aussi bien du prophète, etc., ont évolué au cours de l'histoire. Que ce n'est pas la même chose dans le califat abbasside et aujourd'hui. C'est-à-dire, donc c'est pas là que se trouve l'essentiel des raisons de la mobilisation qui touche le monde musulman. Mais il y a la réalité, c'est qu'on a un monde qui est, enfin surtout le monde arabe, qui est un monde déstructuré, qui est un monde qui a vécu sous des dictatures, souvent avec l'appui des puissances occidentales, puis, ou de soviétiques ou russes, etc. Mais il y a une masse de problèmes qui fait que c'est ça qui constitue, c'est la non-solution de ces problèmes qui fait que les gens se révoltent. Alors après, ils peuvent se révolter de différentes manières. Ils peuvent être mobilisés par ce qu'on appelait l'islam politique, ils peuvent être mobilisés par des organisations non directement religieuses, et ils peuvent être mobilisés aussi par ces groupes. L'exemple du Mali, bien que c'est important pour nous, parce que la France y est déjà impliquée, toutes les études montrent à quel point ces groupes s'installent, même quand ils font allégeance à l'État islamique, ils s'installent pour des raisons locales, parce qu'il y a des situations insupportables, parce que l'État malien était un État failli, et que pendant 10 ans, ça a été un État failli avec le soutien. Enfin, moi, je me souviens encore des discours louant la démocratie au Mali, etc. Et puis, du jour au lendemain, l'État s'est effondré. Et aujourd'hui, la guerre que la France mène là-bas, la conséquence, c'est que toute la région est en train de passer sous le contrôle de groupes djihadistes. Et là, réellement, je pense que l'idée que la seule solution, c'est la solution militaire, est vraiment un désastre dans les politiques occidentales. Et elle vient en partie à la fois par les analyses qui font je vais dire, si on lutte contre le terrorisme, c'est le mal absolu, donc il n'y a pas d'autre solution que la guerre, comme je l'ai dit, alors que la plupart de ces groupes, pas tous, mais la plupart de ces groupes, on peut négocier localement avec eux. Et il y aura, d'une certaine manière, ce qui se passe en Afghanistan le prouve. À un moment ou à un autre, les talibans sont une force majeure. Et à moins de penser que les Occidentaux vont rester là-bas pendant 100 ans, il faudra d'une manière ou d'une autre négocier avec eux. Donc, cette idée que la solution militaire est fausse, mais elle est aussi par la difficulté c'est-à-dire, l'instrument militaire est un instrument très puissant chez les Occidentaux, parce que n'importe quelle armée qu'on a vu avec Saddam Hussein, elle peut être balayée en quelques jours. Mais en même temps, c'est un instrument très dangereux, parce qu'il donne le vertige du succès sans résultat réellement à long terme, sans stabilisation des problèmes. Et c'est vrai que la politique, en même temps, c'est difficile. C'est-à-dire, aujourd'hui, régler les problèmes de l'Irak, sans parler même de la Syrie ou d'autres, ou du Mali,
ça prend beaucoup de temps et il n'y a pas de solution simple. Mais ce qu'on peut dire, en tous les cas, avec le bilan de 20 ans, c'est quand même 20 ans d'échec de cette guerre contre le terrorisme. Et c'est quand même étonnant que, malgré ça, on continue à faire comme si cette guerre était la seule manière de se sortir des situations dans lesquelles on est. Je voudrais juste peut-être ajouter un mot sur les questions de la France. C'est-à-dire, en France, il y a un aspect qui est particulier, c'est l'héritage colonial, mais il y a aussi quelque chose, je l'ai évoqué, qui est la laïcité. Comme j'ai dit, en 80, l'émergence de la question musulmane a émergé avec l'affaire de Creil. Et l'affaire du foulard de Creil, comme j'ai dit, a été portée par la gauche, c'est-à-dire par une partie de la gauche, notamment la gauche socialiste, mais aussi des intellectuels comme Régis Debray et autres, qui ont... alors, pourquoi il y a des raisons historiques, si vous voulez, c'est-à-dire que traditionnellement, la laïcité, ça a été toujours un drapeau de la gauche, contre la droite. Contre la droite qui était pour l'enseignement catholique, qui était pour une certaine influence de l'Église catholique, etc., etc. Donc c'est la gauche qui a mené cette bataille. Mais ce qui est important aussi de dire, et ça c'est vraiment, il faut le dire, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui est un vrai dévoiement de la laïcité. Ça n'a rien à voir, enfin, la laïcité qu'on veut nous imposer aujourd'hui n'a rien à voir avec la laïcité telle qu'elle a été définie par la loi de 1905. Vous savez, la laïcité, c'est très compliqué de la définir, parce que personne ne sait, mais il y a différentes philosophies laïques, il y a différentes analyses de la laïcité, mais il n'y a qu'une loi. Il y a une loi qui a été votée en 1905 par le Parlement, et qui a été mise en œuvre et ensuite enrichie par des jugements du Conseil d'État qui ont défini, parce qu'on ne peut jamais définir toutes les situations, donc le Conseil d'État a fait ça. Or, contrairement à l'idée qu'on en fait, la loi de 1905 est une loi de compromis avec l'Église catholique. C'est-à-dire, en 1905, la France est vraiment divisée en deux. 55 avec les républicains, 45 avec les royalistes à l'époque, et l'Église catholique. Et en plus, quand même, l'Église catholique est... là aussi, quand on fait une comparaison en disant on s'est battu contre l'Église catholique, aujourd'hui on se bat contre les musulmans, c'est une plaisanterie. L'Église catholique est une force majeure de la société, ce qui, franchement, l'islam en France n'est pas. Je veux dire, il n'y a ni d'islam uni, ni une influence majoritaire. En 1905, les royalistes représentent, avec les catholiques, 45% de la population. Donc, ce à quoi on assiste, c'est une laïcité, une loi de laïcité qui est un compromis et qui impose en fait le droit de croire ou de ne pas croire, la liberté de culte, mais aussi la garantie de l'exercice du culte, c'est très important, et qui dit en gros l'État doit être neutre. Et aujourd'hui, on a un dévoiement de ça qui est, non, c'est pas l'État qui doit être neutre seulement, c'est les citoyens aussi qui doivent être neutres. Dans l'espace public, on ne sait pas ce que c'est l'espace public, c'est la rue, etc. Donc si une femme porte le foulard, c'est une atteinte à la laïcité. Et puis on a une extension du terme laïcité, c'est devenu une espèce de mot valise dans lequel on met tous les droits des femmes, qui n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire, il faut rappeler quand même que la loi de 1905, elle est adoptée par un Parlement à 100% hommes. Donc c'est pas du tout une loi. C'est quand récemment la ministre de l'Éducation nationale a fait placarder sur le port des écoles les principes de la laïcité et dit l'égalité homme-femme, c'est une plaisanterie. C'est pas que l'égalité homme-femme c'est très important, mais la laïcité c'est pas ça. Et quand il y a un problème dans les piscines sur qui va à la piscine, est-ce que le Burkina, etc., ça n'a rien à voir avec la laïcité, ou sur les terrains de sport. Donc il y a une espèce de dévoiement comme ça, mais qui, globalement, veut contrôler les citoyens français de confession musulmane en leur imposant des choses qui n'existaient pas avant. C'est important. Je rappelle dans le livre, et je terminerai là-dessus, après la loi de 1905, il y avait dans le courant républicain un courant vraiment anticlérical qui voulait détruire l'Église catholique. Il ne voulait pas du tout de compromis. Et donc, une des choses qui se passe, c'est qu'après la loi de 1905, il y a des centaines de maires radicaux qui prennent des décrets pour dire c'est interdit
de faire des processions religieuses dans la rue. Et deuxièmement, qui interdisent aux prêtres, à l'époque les prêtres sont en soutane, d'aller se promener dans la rue, parce que c'est l'espace public. Le Conseil d'État a cassé toutes ces décisions. Et aujourd'hui, on essaye, si vous voulez, de modifier l'esprit de la loi de 1905. Et je pense que c'est très grave. Et finalement, ce dévoiement de l'esprit de la laïcité, tu l'attribues à la montée de l'islamophobie parce qu'on a quand même l'impression d'un archaïsme extraordinaire en France sur toutes les questions qui ont trait notamment aux questions d'habillement, à la simple reconnaissance du fait d'islamophobie. C'est quelque chose qui n'est pas véritablement reconnu en tant que tel, hein. Y compris dans le milieu du journalisme, etc. Comment expliquer ça, ce phénomène assez remarquable? Je pense qu'il y a un aspect qui est lié à la situation politique en France. Je me souviens, en 2002 ou 2003, Laurent Fabius est le numéro 2 du Parti Socialiste. Le Parti Socialiste est en crise absolue. Je veux dire, ils sont divisés, ils sont... Bon. Et il y a un congrès du Parti Socialiste, et là, le numéro 2 du Parti Socialiste monte à la tribune et il fait un discours sur la laïcité. Et moi, je l'ai lu vraiment comme... C'est à la fois une manière d'unir le PS. Alors, voilà, j'ai dit la laïcité, c'est l'étendard de la gauche, mais aussi d'occulter les problèmes réels de la société. C'est-à-dire, si vous dites que le problème, c'est que les femmes portent le foulard ou aillent trop, ou les hommes et les femmes aillent trop à la mosquée, etc., vous évitez de poser les problèmes qui sont les problèmes de la société. C'est-à-dire, c'est quand même concomitant, disons, cette politique, avec l'abandon par le Parti Socialiste de toute idée de changement social, de toute idée de s'attaquer à la pauvreté, de toute idée de s'attaquer aux inégalités. Et donc, la laïcité est le dernier drapeau qu'a la gauche, enfin la gauche socialiste en tous les cas, pour se donner une identité. Et je crois que un des problèmes, j'avais écrit ça une fois à propos, vous savez, je ne sais plus, en 2001, pour la première fois, le Sénat a eu une majorité socialiste, de gauche. C'était jamais arrivé dans l'histoire, ça a été une courte période, et les élections d'après, ils avaient perdu. Quel est le premier projet de loi qui passe au Sénat? C'est un projet pour interdire aux nounous qui gardent les enfants chez elles de porter le foulard. Ou en tous les cas, qui dit, si elles portent le foulard chez elles, il faut qu'elles préviennent les parents. Je veux dire, on est vraiment dans quelque chose. Mais c'est au moment aussi où les politiques socialistes, avec François Hollande, etc., sont effectivement les mêmes que les politiques de la droite. Donc c'est aussi le fait que la gauche n'a pas d'autre projet à proposer et qu'elle pense trouver dans cette laïcité une forme d'identité. Moi, je ne crois pas qu'il y ait un combat, on peut dire, entre... si vous voulez, si on voit l'histoire des rapports entre le monde musulman et le monde chrétien à un moment, puis le monde occidental, c'est des rapports très complexes, qui ne se résument pas à une guerre permanente. Les périodes de coexistence ont été bien plus importantes que les périodes de guerre. Bien sûr, il y a eu les croisades, mais pendant l'Empire ottoman, il y a eu de grandes périodes de commerce, y compris d'alliances entre des puissances, entre la France et l'Empire ottoman, contre l'ennemi allemand, contre... Donc, je ne suis pas sur l'idée qu'il y a une guerre permanente. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que, comme j'ai dit, le monde musulman est un monde très affaibli, très divisé, et qui n'a absolument pas la puissance économique, politique, militaire qu'a le monde occidental. Et c'est vrai que les guerres qui ont été menées là-bas, et notamment au Proche-Orient, ont été menées par les Occidentaux. Et c'est vrai que le nombre de guerres et le nombre de conflits qu'il y a eu provoqués, que ce soit 1956, d'une certaine manière 1967, les interventions militaires en 1958, etc., ont été des interventions occidentales dans cette région qui était une région stratégique à la fois géopolitiquement et puis parce qu'il y avait le pétrole. Et ce que j'ai dit sur la situation actuelle, c'est que globalement,
c'est le monde occidental qui pense que la solution au problème de cette région, c'est la solution militaire. On l'a vu en Afghanistan en 2001 et surtout en 2003 en Irak. Je veux dire, l'intervention américaine en Irak est la plus grande catastrophe qu'ait connue la région et je ne sais pas combien de temps il va falloir pour se sortir de ça. Et aujourd'hui, quand on parle de la situation, y compris ce qui se passe en Irak, c'est quelque chose on a oublié. C'est-à-dire, on parle de la situation en disant ah oui, les Iraniens, les chiites, les sunnites, etc., etc. Mais ceux qui ont créé, non seulement qui ont fait tomber l'État irakien, mais ont créé un système électoral qui contribue à la division confessionnelle du pays entre sunnites, chiites et kurdes, ce sont les États-Unis. Et donc il y a effectivement là une politique d'agression. Le problème, c'est comment on sort de ça. C'est-à-dire, comment on sort de cette situation, de cet imbroglio. Comme j'ai dit, la seule chose dont je suis convaincu, c'est que la guerre n'est pas une solution. Et que les guerres, les interventions militaires, même quand à certains moments elles peuvent paraître justifiées, par exemple, je donne le cas de la Libye, parce qu'on pouvait penser qu'il fallait aider l'insurrection, etc., le résultat, c'est une catastrophe. Alors, évidemment, on est dans des situations où les opinions publiques sont chauffées à blanc par les médias. On dit, ah, si on n'intervient pas demain, il va falloir, c'est une catastrophe, etc., etc. C'est possible, mais encore une fois, l'expérience montre que l'intervention militaire est une catastrophe parce que, en fait, l'intervention militaire s'accompagne sur place par la création de milices armées. Et l'exemple de la Libye est intéressant parce que au lendemain de la chute de Kadhafi, il y a eu des élections. Il y a eu 4 millions de Libyens sur 6 qui ont participé aux élections. Donc il y avait une vraie volonté de construire quelque chose. Simplement, il y avait des milices. Et les milices ont dit le résultat des élections, mais nous, on s'en fout. On a les fusils, on peut régler nos problèmes avec les fusils. Je vais prendre l'exemple du Mali parce qu'il est intéressant. Le Mali 2013, donc François Hollande décide cette intervention militaire. Il va expliquer que c'est le plus beau jour de sa vie. Et il le fait à une période où sa présidence est dans un brouillard absolu, je veux dire, impopulaire, etc., avec beaucoup d'opposition. Et une de mes hypothèses, c'est qu'il le fait aussi parce que finalement, quand on est président de la République en France, le seul pouvoir illimité qu'on aura, c'est l'armée. Parce que l'armée obéit, et donc ordonner une intervention militaire, c'est facile parce que les militaires obéissent, en général, en tous les cas. Et donc il fait ça, et il a l'impression, évidemment, comme l'armée française est quand même mieux que les djihadistes, plus efficace que les djihadistes qui sont sur le terrain, on règle, entre guillemets, le problème. Et au bout de 6 mois, on se rend compte que non seulement on n'a pas réglé le problème au Mali, mais on a étendu le problème à toute la région. Et il faut rappeler que Macron, pendant sa campagne, va critiquer l'intervention au Mali et va dire la France veut se retirer du Mali. Mais il y a un problème, c'est qu'une fois qu'on y est, comment on se retire, c'est pas évident. Moi, j'ai pas de solution. On peut dire il suffit de se retirer, mais si on a ce qui reste de structures étatiques au Mali, au Burkina qui s'effondrent, donc là, il y a effectivement de savoir comment on fait. Moi, je n'ai pas de réponse. Et d'une certaine manière, c'est la même chose aujourd'hui quand on parle de la situation en Irak, en Syrie, en Afghanistan. Moi, je ne trouve pas que ça extraordinaire de se dire que finalement l'Afghanistan va revenir aux mains des talibans. Même si c'est aux Afghans de choisir, mais ils ne pourront pas vraiment choisir parce que les talibans représentent une telle force militaire qu'il n'y a personne face à eux. Donc là, il y a vraiment, on n'a pas, enfin, moi je ne suis pas dans une situation d'un décideur politique, je n'ai pas le pouvoir et je peux voir la complexité de la chose, mais je peux dire simplement que ça doit nous amener à réfléchir d'abord sur l'avenir des interventions, c'est-à-dire effectivement de se rendre compte que globalement, sauf cas exceptionnel, les interventions, ce n'est pas vraiment une solution, et de se dire que la politique et la diplomatie doivent être mis au poste de commande. Alors ça peut des fois être très frustrant, la politique et la diplomatie, ça peut prendre beaucoup de temps, etc. Mais si on veut construire des sociétés, des États à peu près stables, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution.
je parlais essentiellement de la, comment dire, de la phase actuelle de lutte, d'hostilité à l'islam. Bien sûr, comme j'ai dit, il y a des raisons historiques, mais selon les moments, ça s'est exprimé avec plus ou moins de force. C'est-à-dire, par exemple, dans les années 70, il y a en France un racisme très, très fort, il y a même des attaques, des assassinats d'Algériens, à tel point qu'il y a pu avoir un bouquin qui s'appelle Arabicide sur le nombre, on a oublié ça, le nombre de citoyens en général algériens qui ont été tués, enfin citoyens français d'origine algérienne qui ont été tués, etc. Mais ça prend un autre caractère, ça n'a pas tellement un caractère religieux, c'est plutôt à l'époque un racisme au sens premier du terme. Mais en même temps, vous avez raison, c'est-à-dire qu'on voit bien que la colonisation française de l'Algérie a montré le double discours français, c'est d'un côté l'universalisme et de l'autre côté le refus de considérer les Algériens comme des citoyens français, et aussi le refus de l'application de la loi de 1905 en Algérie. Donc il y a des racines profondes, mais si vous voulez, on peut dire qu'il y a une hostilité profonde qui remonte loin, et qu'on peut remonter encore plus loin, parce que selon les époques, on peut faire remonter, il y a des gens qui vont ressortir les croisades, etc., etc. Il y a plein d'éléments qui alimentent l'imaginaire, mais en même temps, selon les époques, ça s'exprime de manière différente. Et je crois qu'à partir des années 80, c'est pour ça qu'on parle d'islamophobie plus que de racisme, à partir de cette période, plus que de racisme anti-arabe ordinaire tel qu'il a existé. Ça a pris une autre dimension avec les événements des années 80, avec le changement de la situation internationale, etc. Non, je n'ai rien ajouté. Effectivement, je l'ai dit au départ, l'islam recouvre des réalités très différentes. Et quand vous avez quelqu'un à la télévision qui vous dit l'islam, on ne sait pas de quoi il parle. Peut-être que lui non plus d'ailleurs. Mais je veux dire, réellement, il y a effectivement à voir les choses, mais avec l'idée que ça joue un rôle. Personne ne prétend que l'islam ne joue pas un rôle, y compris un rôle politique, mais que c'est des choses qui évoluent. Par exemple, la division sunnite-chiite, aujourd'hui, elle est aggravée à la fois par l'Arabie saoudite, les Iraniens, etc. Mais jusqu'en 2004-2005, c'est jusqu'au moment de la guerre d'Irak où ça a basculé dans une sorte de conflit confessionnel, au Liban, sunnites et chiites se mariaient, il n'y avait aucun problème. Et puis moi, en 2005, je vais une fois faire, en tant que journaliste, je vais là-bas et je devais interviewer un dirigeant de Hezbollah. Et je prends un taxi, et le type me dit « Mais vous êtes fous, ils vont vous égorger ». Donc, alors qu'avant, ça ne se posait pas sous ces termes. Et peut-être demain, ça ne se posera pas. C'est utilisé, c'est manipulé. C'est un élément d'explication, mais ce n'est pas tout. Et effectivement, comme vous dites, il faut comprendre la diversité et accepter le fait que des musulmans peuvent se réclamer d'idéologies très, très différentes. Je veux dire, nous, on accepte tout à fait que l'Église catholique, qui a pourtant un pape, donc qui est centralisé, il y ait des gens d'extrême droite fascisants et les gens de la théologie de la libération. Et on a une vision de l'islam comme quelque chose d'uni. C'est pas vrai, il n'y a pas de pape en islam, il y a des tendances différentes, et et ça évolue aussi au cours de l'histoire. Et c'est vrai, en tous les cas c'est mon analyse, que depuis les années 70, avec le pétrole et le rôle de l'Arabie saoudite, il s'est imposé dans beaucoup d'endroits une vision de l'islam qui est une vision très, réactionnaire ou très, très fermée par rapport à d'autres époques où l'islam était beaucoup plus ouvert. Et par exemple, Al-Azhar, qui était à un moment une institution quand même de débat, c'est wahhabisé, si on peut dire. Bon. Mais là, il faut faire attention parce que la question de l'islam et de son avenir, etc., c'est une question évidemment, mais ce n'est pas notre problème, c'est le problème des musulmans. Et l'idée qu'on entend, il faut que l'islam se réforme, c'est une plaisanterie. C'est-à-dire, c'est pas à nous de dire que l'islam doit se réformer, c'est aux musulmans de se battre, s'ils ont envie, s'ils considèrent que c'est nécessaire,
pour la réforme de l'islam. Mais là encore, c'est, comme j'ai dit, la religion joue un rôle important, et vous avez raison de souligner qu'il n'y a pas que l'islam, le catholicisme, le judaïsme, le protestantisme, etc. Puis on voit bien aux États-Unis à quel point c'est un facteur majeur, mais en même temps, il y a d'autres facteurs, et c'est ces autres facteurs que souvent on ne prend pas en compte. Moi, je crois que c'est un point de basculement, parce que les médias en font un point de basculement, excusez-moi. Mais non pas que c'est pas grave, je pense que c'est quelque chose de très grave, que justement parce que ça peut porter suspicion sur tous les gens de la religion musulmane. Mais encore une fois, c'est quelqu'un qui s'est converti à l'islam. Ça aussi, ça devrait me faire réfléchir. C'est qu'aujourd'hui, pour un certain nombre de gens, l'islam devient une espèce de facteur d'identité, d'opposition, de radicalisation, etc. Mais pour dire, le débat sur, par exemple, que le président de la République vient de lancer sur l'immigration, il a commencé avant ce grave incident. Si vous voulez, personne ne dit qu'il ne faut pas lutter contre les groupes radicaux et djihadistes, mais je dirais c'est l'affaire de la police. C'est pas l'affaire de l'armée, ça c'est dans les interventions extérieures. Il y a des menaces comme il y en a eu à d'autres époques. Il y a des gens qui ont écrit des choses très intéressantes. Vous savez, à la fin du 19e, il y a eu une espèce de phobie sur l'anarchisme. Il y a eu des attentats anarchistes partout dans le monde, et on en a profité, si je peux dire, pour faire partout des lois scélérates, extrêmement répressives, etc., comme on fait aujourd'hui. Et qui ont des conséquences, d'ailleurs c'est important de le dire, parce que les conséquences, elles ne sont pas seulement sur les musulmans, elles sont sur notre société, sur la manière dont on réprime aujourd'hui, dont on arrête les gens, dont on empêche les gens de manifester, etc. Mais là aussi, c'est penser que la lutte concrète antiterroriste peut être un substitut aux analyses politiques et aux questions politiques et sociales. Oui, il faut lutter contre ces groupes, c'est pas parce que, je dirais, c'est même pas parce qu'il y a des causes objectives pour que ces gens fassent ce qu'il faut qu'il faut les laisser faire, je veux dire, c'est évident. Mais en même temps, il faut s'attaquer effectivement aux causes. Mais c'est difficile, et alors là, ça m'amène à dire un mot. Moi, contrairement à la plupart des gens, je ne pense pas que la population française est raciste. Je pense que le racisme est entretenu par les politiques et par les journalistes. Et je pense que les journalistes jouent un rôle absolument catastrophique de ce point de vue. Je veux dire, quand on fait passer Zemmour pendant on lui donne champ libre à LCI, les chroniqueurs, etc., je veux dire, c'est alimenter la haine aujourd'hui dans ce pays à un niveau sans précédent. Ça, c'est effectivement dangereux. Quand on a des gens qui confondent islam, effectivement, comme vous disiez, islamisme, terrorisme, etc., et c'est des journalistes. Et quand vous avez des débats sur les chaînes de télé, et où les spécialistes, c'est soi-disant des spécialistes du terrorisme, j'ai jamais su ce que c'était, moi, un spécialiste du terrorisme, et des gens qui connaissent rien à l'islam, mais qui ressortent les poncifs sur l'islam, là, effectivement, on alimente quelque chose. Et quand, en plus, les politiques se servent de ça, c'est inquiétant. Mais dès qu'on sort un peu de cette période où on a un attentat à un moment comme on a eu avec la Cité, et qu'on demande aux gens quelles sont vos préoccupations les plus importantes, la plupart des gens, c'est même pas l'immigration, c'est le travail, ça peut être la sécurité, voilà. Alors c'est une des raisons pour lesquelles on met l'islam ou le terrorisme en avant, c'est parce qu'on ne veut pas s'attaquer aux autres problèmes. Ça aussi, c'est quelque chose qui dépasse tout à fait le problème des musulmans. C'est-à-dire qu'on est dans une société où, comment dire, j'allais dire, il n'y a plus d'espoir. C'est pas ça. Il y a la possibilité de voir la vie s'améliorer, d'avoir un idéal de progrès, etc. Aujourd'hui, elle n'est plus là. Et donc, agiter l'idée de la menace islamique, c'est effectivement plus facile pour les politiques. Et le fait que Macron le fait, c'est inquiétant parce que moi, je n'ai pas voté Macron, vous en doutez,
Mais la seule chose positive qu'il y a eu dans la campagne présidentielle de 2017, moi j'étais convaincu qu'elle allait porter sur l'islam. Il y avait eu, Fillon avait fait un livre absolument, heureusement il est tombé dans les oubliettes, mais sur l'islam, il faut vraiment le relire pour voir ce que c'était. On était vraiment prêt à ça. Et Macron a refusé ça. Et d'une certaine manière, en 2017, on n'a pas parlé d'islam. On n'a même pas parlé beaucoup d'immigration. Donc, alors le fait qu'aujourd'hui ils viennent sur ce terrain, moi je trouve ça très, très inquiétant parce que, je dirais, c'est... Vous savez, l'opinion, des fois, pendant 15 jours, on va vous mener une campagne sur l'islam, et puis ensuite, on va demander aux gens qu'est-ce que vous pensez. Alors évidemment, il va y avoir une attaque telle qui s'est passée à la préfecture de Paris, et sur le champ, on demande aux gens qu'est-ce que vous en pensez. Mais c'est pas ça la démocratie, c'est pas ça le débat. Le débat, c'est justement permettre aux gens de comprendre, permettre aux gens de prendre du recul, et c'est ça qui permet effectivement à la société de continuer à vivre ensemble, quoi. Je ne suis pas sûr que ce soit le problème de la laïcité. Je veux dire, bon, d'abord, il y a un aspect jacobin dans l'histoire française qui n'est pas directement lié à la laïcité, qui est l'idée que tout le monde doit être pareil. Même si dans la réalité, ça n'a jamais été comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu une volonté centralisatrice à partir de 1789 qui s'est exprimée avec force, qui est amenée à liquider les identités régionales qui n'étaient pas forcément religieuses, etc. Moi, je pense que la loi de 1905 est assez souple pour supporter la situation actuelle, qui est effectivement différente. C'est-à-dire, elle est différente d'abord, et c'est une chose que je n'ai pas assez dite, elle est différente parce qu'on n'est pas dans un contexte politique où la République affronte un ennemi organisé, puissant, qui est l'Église catholique et le corps royaliste. On est à un moment où la République est acceptée à peu près tout le monde, et elle ne subit pas de danger. Et ça m'amène à dire une chose, je voulais le dire, et je vais citer aussi Édouard Saïd, parce que c'est à la fois sur la France et à l'échelle internationale. Il dit, quand on parle de menaces islamiques, mais il dit, il suffit de regarder la crise dans laquelle est le monde musulman aujourd'hui, pour se rendre compte que quand on le compare à la menace soviétique ou à la menace nazie, et ça n'a aucun sens. On a des États en crise, des sociétés en crise, et qui ne sont sûrement pas une menace de type militaire ou même idéologique par rapport à la France. Donc, on n'est pas dans cette situation. Mais maintenant, vous avez, c'est-à-dire, la laïcité en France permet la diversité, c'est-à-dire, y compris la diversité religieuse, y compris d'affirmer sa foi. J'ai dit que moi, j'habitais avant dans le 10e, tous les ans, il y avait une procession religieuse dans les rues, ça pose problème à personne. J'ai une maison de campagne dans un petit village en Indre-et-Loire. Il y a des grandes croix à l'entrée du village. Moi, ça ne me pose pas un problème, mais je ne vais pas aller manifester pour qu'on enlève ces croix. Donc, en fait, le problème, c'est qu'il y a une crispation qui est liée effectivement au fait que le modèle traditionnel d'intégration ne fonctionne pas. Au sens de, il n'y a qu'une tête et il faut que tout le monde soit pareil. Je ne suis pas sûr vraiment qu'il ait fonctionné. Quand vous lisez les articles de la presse dans les années 30 sur les Italiens ou les Espagnols, je vous promets que même l'extrême droite n'ose pas dire des choses pareilles sur les musulmans aujourd'hui. Donc, mais c'est vrai qu'il y a un changement. Alors, le changement, il est très compliqué parce que l'intégration des générations d'immigrés des années 20, 30, 40, c'est italiens, espagnols, elle s'est faite par deux canaux. Le travail, les gens travaillaient dans les grandes entreprises, donc ils côtoyaient, il y avait du racisme, etc., mais on était français immigrés, et la CGT, et les syndicats, et le PC, qui a joué un rôle aussi très important dans cette intégration. Ça a disparu. Les deux ont disparu. Et ça, effectivement, ça pose un problème de comment on s'identifie à la nation française. Mais, je veux dire, moi, plus que changer ou penser que la laïcité est dépassée, c'est effectivement comment on fait nation ensemble. Et on fait nation ensemble, justement, en disant on n'est pas en 1914, on n'est pas...
on a un pays qui est uni, en même temps, il y a des populations qui sont arrivées, qui sont installées, qui sont issues de la colonisation, et je pense que le règlement de compte, si je peux dire, avec cette histoire coloniale, est aussi une manière de faire nation ensemble. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout les gens disent de la repentance, etc. Il s'agit de dire, c'est une partie de notre histoire. Et nous l'assumons comme telle, et nous l'assumons comme, d'une certaine manière différente. Jacques Chirac a assumé ce qui s'est passé pendant l'occupation à l'égard des Juifs. Donc, et ça ne met pas en cause l'unité de la nation. Donc je pense que c'est plus là-dessus que par la laïcité. Mais c'est vrai que le niveau de crise sociale et économique qu'il y a dans ce pays, le fait qu'il n'y ait pas de perspective, fait aussi que les discours identitaires et purement identitaires prennent le dessus. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure des ghettos. Je veux dire, oui, il y a des endroits en région parisienne qui sont de vrais ghettos. Et des ghettos qui peuvent être des bastions islamistes, salafistes, etc. Mais qui les crée, les ghettos? Qui pousse des populations à être dans ces endroits? Qui fait qu'il n'y a pas de transport, qu'il n'y a pas de services publics, etc. Donc après, là aussi, est-ce que la cause, c'est le fait qu'ils sont musulmans, ou est-ce que la cause, c'est le fait qu'ils sont discriminés? Non, mais c'est effectivement un vrai défi, je dirais, pour nos sociétés. C'est-à-dire que moi, j'appartiens à une génération qui a grandi avec les marqueurs politiques, c'est-à-dire l'adhésion à des idéologies internationalistes, socialistes, communistes, avec je veux dire, des projets pour la France, etc. Aujourd'hui, on sent que ça, c'est en crise. C'est en crise en partie parce que le système politique est profondément en crise. Et il est profondément en crise parce qu'en gros, depuis maintenant 30 ans, il n'y a plus de différence entre les politiques de gauche et de droite et qu'elles se font au détriment d'une partie importante de la population. Qui ne sont pas seulement les immigrés, on l'a vu avec la question des gilets jaunes. Je veux dire, il y a une partie de la société qui vit à côté. La partie de la société qui vivait à côté dans les années 20, c'était la classe ouvrière. Mais elle avait justement le PC, la CGT, les organisations syndicales qui ont fait, d'ailleurs, curieusement, on disait du PC que c'était une contre-société, mais c'est une contre-société qui a permis aux ouvriers de s'intégrer à la société française et de se considérer comme partie de la société française. Aujourd'hui, ça, on n'a plus, et c'est effectivement divers. Je pense qu'une des choses qu'il y a à faire, c'est insister sur le fait que les identités sont plurielles, de chacun d'entre nous. C'est pas... il peut y avoir un marqueur musulman, et aujourd'hui, il y a un marqueur musulman, comme d'une certaine manière, il y a un marqueur juif, aussi parce que c'est des populations qui vivent dans des situations très particulières. C'est-à-dire le sentiment chez les juifs qui a une montée de l'antisémitisme, et le sentiment chez les musulmans qui vivent sous une oppression. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée après l'affaire Charlie. J'ai été invité, ce qui était assez rare dans un lycée, surtout pour parler du terrorisme. J'ai été surpris que, en général, les chefs d'établissement n'aiment pas du tout aborder ce problème, encore moins avec moi, mais bon. Et il y avait des profs qui avaient vraiment préparé leurs élèves. C'était un lycée professionnel dans le 95, pas le 93, dans le 95. Et c'était des jeunes de 14 à 16 ans. Donc, je leur ai parlé du terrorisme, d'Al-Qaïda, c'est juste après Charlie. J'ai commencé à leur dire, vous savez, moi je ne suis pas Charlie. Déjà, ils étaient un peu surpris. Et puis, je leur ai parlé, et puis à la fin, je leur ai dit, parce qu'il y a une des profs qui m'avait dit, vous savez, ils ont demandé qui c'est ce journaliste qui vient, est-ce qu'il est juif? Et alors, donc, je leur parle comme ça une demi-heure, et puis après, à un moment, j'ai dit, vous savez, moi, ma mère est juive, donc selon la religion juive, je suis juif, etc., mais je suis français, je suis, etc., je ne suis pas croyant, enfin bon. Et c'est passé vraiment sans aucun problème. Et il y avait une énergie chez ces jeunes qui était frappante. Après ça, les profs m'ont envoyé des mots de remerciement que m'ont fait les élèves. Non seulement il n'y avait aucune orthographe, mais on sentait qu'ils ne pouvaient pas s'exprimer par écrit.
Ils avaient fait 15 ans d'école de la République. Mais pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien, je ne sais plus, c'est un lycée professionnel de quoi c'était. La sortie, c'était le chômage. Il n'y avait pas d'autre sortie. Il n'y avait pas cette énergie que je sentais chez ces jeunes. Il n'y avait pas de quoi la canaliser, quoi. Et ça, c'est ça le problème. Et je pense que si on arrive à canaliser cette énergie, et des fois on arrive, c'est-à-dire il ne faut pas non plus avoir une vision misérabiliste des Français de confession musulmane. Il y en a qui réussissent, il y en a qui réussissent très bien. On parlait de ça, une génération de jeunes de 20-30 ans, en particulier de jeunes femmes, etc., extrêmement actives, brillantes, etc. Donc il y a des choses qui se passent, mais pas suffisamment, à mon avis, à l'échelle de la société, qui permet d'offrir une perspective et de sortir d'une identité et de se dire, finalement, si je prends mon cas, ma mère est juive, je suis né en Égypte, j'avais un passeport égyptien, aujourd'hui je suis français, etc. Je me sens pas, ça ne me pose pas des questions majeures sur mon identité. Et chez ces jeunes, leur rendre la fierté de ce qu'ils sont aussi. Un ami qui, au début de l'Institut du monde arabe, il y avait Alain Chenal, que tu as sans doute connu, qui était un des types qui travaillait à l'Institut du monde arabe. Il n'avait pas une opinion très, très positive en général de l'Institut, de ce que faisait l'Institut, mais il dit la chose la plus positive, c'est que les jeunes, on a des dizaines de classes qui viennent visiter ici, et pour la première fois, ils ont une vision positive de leur civilisation. Et effectivement, c'est ça aussi, c'est de donner aux gens que l'islam, c'est pas seulement les attentats, le truc, c'est aussi une civilisation, une histoire, etc. Et c'est redonner à ces jeunes la fierté d'être ce qu'ils sont, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont que musulmans, ils sont aussi français, et voilà. Merci Alain, on va être obligé de conclure. Merci à Alain Grèche d'avoir accepté notre invitation. Merci à toute l'équipe du Carep d'avoir organisé cette rencontre. Merci à tous et à bientôt, on espère.